Madame, monsieur, bonsoir. Vous le voyez par vous-même derrière moi, c'est encore en chantier, c'est encore une fois à pavé par endroits. Et les ouvriers, nuit et jour, sont à l'ouvrage. Mais déjà, ça roule avec moins d'embouteillage et au grand bonheur des usagers. Il y a quelques mois, vous vous rappelez, il fallait faire des détours, il fallait passer par des déviations, on n'en a pas finir. Aujourd'hui, Lomé-Ilakondi, c'est du direct, c'est tout droit. Et c'est un chantier qui ressemble fort à un autre, Lomé-Palémé en l'occurrence, et bien plus encore avec des chantiers ouverts ici et là à travers tout le Togo. Pour en parler, nous avons rendez-vous avec le gouvernement et c'est tout à l'heure en compagnie de la ministre des Travaux publics, Madame Zouriatou Kassateroré, que nous allons rejoindre. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec vous, nous allons donc faire le point sur le réseau routier en chantier actuellement. Et je suis avec Juliette Kamdé de Radio Lomé. Gerson, bonsoir. Madame la ministre, bonsoir. Bonsoir, madame Juliette. Et Dieudonné Korolakina, Togo Matin. Bonsoir, madame la ministre. Alors, madame, nous allons commencer tout de suite les travaux sur cette voie où nous sommes, Lomé. Et là qu'on dit, vous le savez, ont suscité beaucoup de commentaires. Les travaux, ça patine, ça n'avance pas, rouspète même certains usagers. Entre-temps même, le retard a été, semble-t-il, consommé. Ce tronçon devait être livré il y a plus d'un an maintenant. Mais aujourd'hui, c'est un autre constat. Carrément, comment expliquez-vous la situation? Qu'est-ce qui a, entre-temps, ralenti les travaux? Est-ce que c'est l'entreprise qui apparaissait ou c'est les moyens qui n'ont pas suivi? Merci beaucoup, merci pour votre invitation qui nous permet aujourd'hui de faire le point sur l'ensemble des chantiers lancés sur le territoire togolais en infrastructure routière. Je voudrais tout d'abord rappeler que ces 10 dernières années, le gouvernement a consenti des investissements considérables permettant aujourd'hui de disposer de plus de 5000 km de routes, dont près de la moitié complètement bitumées. Et les investissements se poursuivent, ça continue dans la mesure où le plan national de développement 2020-2025 prévoit dans son axe 2 de faire de notre pays un hub logistique et de services, notamment de faire de notre pays un centre régional de premier ordre et qui nécessite qu'à travers les 42 projets retenus au titre du plan national de développement, il y a le dédoublement de la RN1 qui est un projet phare, dédoublement de la RN1 qui qui relie Lomé jusqu'à la frontière Togo-Burkina Faso. Maintenant, pour revenir à la question que vous me posez, c'est vrai, nous sommes à Agbabi, sur une passerelle que nous avions fait réaliser pour permettre la traversée aisée et sécuriser des passagers, surtout des piétons. Les travaux ont été lancés depuis février 2020. Mais avant cela, je voudrais rappeler quand même que nous avions une côte sur 55 km depuis la frontière à Flao jusqu'à la frontière Ilakondi. Et déjà 25 km ont déjà été réalisés en 2x2 voies jusqu'à Avepozo. Et depuis février 2020, le gouvernement a décidé de continuer les travaux dans cette deuxième phase jusqu'à la frontière Togo-Bénin sur 30 km. Dans le cadre de l'accélération de ces travaux-là, nous avions estimé qu'il fallait subdiviser ça en 2 lots. Et les 2 lots ont été attribués à 2 entreprises. Et aujourd'hui, c'est vrai, au début, il y a eu quelques difficultés parce que cet axe-là, c'est un axe international qui relie Abidjan, Lagos, où le trafic est dense. Et mieux, comme on n'est pas très loin de la mer, il a été très difficile de trouver des voies de déviation pour permettre vraiment, surtout dans la partie urbaine des travaux, pour permettre à l'entreprise attributaire de cette partie de pouvoir réaliser les travaux. Donc aujourd'hui, c'est vrai, il y a eu du retard. Vous l'avez indiqué, de presque un an, puisque c'est des travaux attribués pour être exécutés en 24 mois. Donc, qui était censé s'achever en février 2022. Nous sommes en octobre 2022
on a dû proroger le délai contractuel de 10 mois de manière à ce que les travaux s'achèvent fin décembre 2022. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aléas, des aléas liés, je vous rappelle, la grande crise Covid-19 qui a retardé vraiment de façon substantielle les travaux puisqu'il y avait des ouvriers qui étaient contaminés. On a dû suspendre certains travaux puisque la contamination, comme vous le savez, quand il y a des groupes de personnes, donc ça aide à la contamination. Donc on a dû suspendre les travaux. Et ça aussi, c'est vrai que les entreprises, c'est de grandes entreprises qui ont été attributaires. Il y a une entreprise chinoise, une entreprise tunisienne, et qui sont des entreprises de qualité. Donc on comprend que lorsqu'on démarre ces genres de travaux, que les usagers et même les riverains soient impatients par rapport à l'exécution des travaux. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 85% du taux d'exécution. Et nous estimons que d'ici fin décembre, les travaux vont être réceptionnés. Madame la ministre, nous sommes à plus de 85% d'exécution. Qu'est-ce qu'il reste concrètement à faire sur cette voie? Mais comme vous l'avez constaté, vous voyez, on est en train de faire le terre-plein central avec le pavage de cette terre-plein centrale. Il y a également des lampadaires qui ont été commandés pour l'éclairage public, surtout dans la partie urbaine. Et il y a aussi des chaussées, des trottoirs qui sont prévus, qui ne sont pas encore aménagés. Et donc les travaux sont en cours. Je voudrais rappeler que même entre-temps, on a dû démolir une partie de la clôture de la gendarmerie. Et nous avions eu à reprendre la construction de cette clôture-là. C'est autant d'éléments qui ont retardé l'exécution des travaux sur ce tronçon. Madame la ministre, est-ce qu'on peut être un peu plus concret dans les chiffres, dans les estimations? 85%, est-ce que ça correspond au pourcentage justement d'exécution de tous les travaux ou d'une partie des travaux? Non, c'est le taux global. Parce que comme je le disais tantôt, il y a deux entreprises. Ce taux concerne l'état d'avancement des deux entreprises, tout en sachant que ces entreprises n'ont pas tout à fait le même taux d'avancement. C'est une moyenne. C'est une moyenne qui concerne l'ensemble des travaux et qui nous font espérer que d'ici, sur la base de la prorogation des délais qu'on a accordés aux entreprises, d'ici fin décembre, les travaux vont s'achever et réceptionnés. Bien, madame, on a juste fait donc le constat, le même constat que vous. Maintenant, ça roule quand même dans les deux sens par endroit, une seule voie par moment. On a réalisé un petit reportage justement sur cette voie. On va entendre ce que disent les riverains. On va écouter, regarder donc le sujet et on revient sur le plateau juste après. Des piles de pavés superposées ici et là. Au milieu, des ouvriers truelles en main, la voie et la conduite toujours en chantier. Pour Abdoulaye, qui emprunte tous les jours la voie Baguida à Boudrafort, c'est déjà une satisfaction. Par rapport à ce qu'on faisait aujourd'hui, par rapport à ce qu'on empruntait avant, il y avait une grande différence entre les deux. Vous voyez, auparavant c'était mono, maintenant c'est deux voies qu'on fait. Mais je tiens à les féliciter parce que ce n'est pas facile pour ceux qui font les travaux de la route, ce n'est pas facile quand même. Donc nous les Togolais, on devait les encourager à faire. Et à faire de mieux, de plus que ça aussi. Il faudrait que, pour demain, que cette route continue à rester très longtemps. C'est ça que je souhaite. Sur le tronçon Afiré-Nigban à Gbavi, les deux voies semblent toutes prêtes, mais une seule est ouverte à la circulation. Les travaux qu'on laisse sont toujours en cours. En fait, on voit que le travail avance un peu. Et je remercie le gouvernement pour ce qu'il est en train de faire pour nous. Et concernant l'avancement du travail, on voit que c'est un peu lent, mais par la grâce de Dieu, ça serait bien assumé. Ici, dans le quartier, ici, je vois que on a besoin de sécurité ici. Genre un dodan, genre quelque chose pour pouvoir permettre à ce que la circulation soit bonne pour les vieilles dames, les grandes personnes, quoi. J'allais lancer un appel aux autorités pour qu'ils puissent quand même arranger toutes les routes quand même. Parce que avoir de bonnes routes, c'est déjà avoir un développement. Parce que sans la route, il n'y a pas de développement. Le chantier continue, certes, mais ça roule déjà avec moins d'embouteillage. Un soulagement pour les usagers. Certains pensent même déjà aux rues adjacentes pour mieux entretenir les grandes voies. Je vais passer par ce canal, lancer un appel
à tous les maires quand même d'essayer d'arranger quand même les vents, quoi, les corners, les voies qui mènent à cette route, quoi. Parce que s'ils ne font pas ça, s'il pleut, s'il y a la boue, chaque fois, on va toujours exhorter la population à balayer la route. D'après les ingénieurs des entreprises prestataires rencontrées sur place, les travaux ont avancé même jusqu'à la hauteur de Ilakondi. Ce qui est sûr, ça va rouler, bien rouler à la fin des travaux. Madame la ministre, on voit que ça roule, mais le chantier, il est en cours. Vous avez déjà évoqué la livraison des travaux pour décembre prochain. Vous nous rassurez, les deux entreprises, elles sont prêtes pour livrer les travaux d'ici décembre 2022? Oui, nous pouvons vous rassurer par rapport à ça. Pourquoi? Parce que les chaussées, la route, c'est en fait beaucoup d'interventions liées au terrassement, liées aux ouvrages, qui font que parfois on ne voit pas l'avancement rapide. Mais une fois que la chaussée, telle que vous le constatez d'ailleurs, par rapport au reportage qui vient d'être déroulé, vous voyez déjà que la chaussée est déjà bitumée. Donc c'est des aménagements connexes qui restent. Le pavage de la plein centrale, l'éclairage public, les trottoirs, des petits aménagements aussi qui prennent le temps. Donc nous espérons que d'ici là, au plus tard début février 2023, si vous voulez, par rapport aux prorogations, que vraiment les deux entreprises vont quitter le chantier. Il y a des attentes qui ont été exprimées, on a entendu ça dans le reportage tout à l'heure, plus de sécurité, des dos d'âne, peut-être pour réduire les risques d'accidents. Est-ce que c'est prévu au niveau des agglomérations? Il y a Baguida, il y a Vepozo, il y a Gbavi où nous sommes. Vous aurez constaté en venant ici qu'à partir d'un certain niveau, après Simtogo, il y a des dos d'âne qu'on a dû réaliser pour vraiment ralentir le trafic. Je voudrais rappeler, comme je le disais tantôt, que c'est une voie express internationale, malheureusement qui traverse de grandes agglomérations telles que la ville d'Aniro, Baguida et autres, qui font que de part et d'autre de la voie, il y a des riverains qui vont d'un point à un autre. Et je voudrais rappeler qu'on est sur une passerelle. Au-delà des dos d'âne, nous avions pensé que désormais, pour faciliter justement la traversée des gens, des personnes âgées, comme disait tout à l'heure Madame Juliette, qu'on puisse prévoir, tel qu'on l'a fait ici, des passerelles permettant aux passagers, aux piétons de pouvoir traverser aisément, sans risque. C'est ça le sens des passerelles. C'est un programme pilote qu'on est en train de réaliser, surtout déjà dans le Grand Lomé, mais après la réussite de ce projet pilote, on pourra l'étendre dans toute l'étendue du territoire. Madame la ministre, permettez-moi de revenir sur la question du délai. Et cette fois-ci sur un autre tronçon, la route Lomé-Kpalimé, très attendue également. Pour certains usagers, ça traîne, pour d'autres, ça avance. Mais que répondez-vous à ces avis contradictoires? Est-ce que l'attributaire paresse? Est-ce que ça avance? En fait, les usagers, les riverains, ils ont raison. Mais je voudrais rappeler que lorsqu'on signe un contrat, il y a un délai. Quand je prends la route Lomé-Palimé, on a accordé à l'entreprise un délai de 36 mois. 3 ans. 3 ans. Et donc les travaux ont démarré en juin 2020. Donc normalement, les travaux sont censés s'achever en juin 2023. Mais déjà, vous avez vu la célérité avec laquelle l'entreprise a démarré les travaux à partir de Todman. Et donc, nous espérons que ce délai va être respecté, puisque l'entreprise a 77% d'exécution des travaux. Et même, il y a la partie urbaine qui est déjà éclairée. On a mis déjà les lampadaires au niveau du terre-plein central et ça se poursuit jusqu'au rond-point du lycée d'Adjido Gomé. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude particulière par rapport à cette voie. Que d'ailleurs, je crois que dès que les travaux ont démarré, les mêmes populations ont salué l'entreprise Eboma qui exécute ces travaux, qui a d'ailleurs exécuté la route de Ségué, dont peut-être on va pouvoir en parler. On va parler bien sûr tout à l'heure, mais en attendant, est-ce que on va parler quand même du chantier d'Atakwame, parce qu'Atakwame aussi est en chantier actuellement
que dire justement de ce chantier en termes de délai également? Est-ce que là aussi ça avance? Est-ce que ce sera livré à temps? Nous mettons à notre niveau, au niveau du ministère des Travaux publics, nous mettons tout en œuvre pour que les délais requis soient respectés. Quand je prends la ville d'Atakpamé, c'est la voirie urbaine qui est en cours d'exécution. Nous avions accordé 26 mois, plus de 2 ans, à l'entreprise qui exécute les travaux. Et j'ai attiré votre attention sur le relief de la ville d'Atakpamé, qui est un peu rocheux et cascade. Vraiment, il y a tellement... Nous sommes allés visiter lors du démarrage des chantiers, ce n'est pas aisé. Mais déjà, l'entreprise est à 40%. 40% d'exécution des travaux. Ah oui, nous estimons que c'est une avancée puisque, par ailleurs, la même entreprise aura fait la voirie urbaine de la ville d'Agny. Et donc, nous espérons que ce délai va être respecté. L'entreprise met les bouchées doubles et le bureau de contrôle est à l'affût pour pouvoir veiller au respect des délais contractuels. Une route, ça coûte cher et la norme qualité doit être au rendez-vous. Est-ce qu'il est prévu des missions d'évaluation à mi-parcours sur tous les chantiers lancés? C'est vrai, une route, ça coûte cher. Mais de 2015 à 2021, le gouvernement a investi plus de 930 milliards de francs CFA dans le réseau routier national, dont des travaux en cours d'exécution pour un montant de 354 milliards de francs CFA. Ça veut dire que la route, effectivement, ça coûte cher, ça coûte très très cher, de façon globale. Et mieux, par rapport au contexte qui prévaut aujourd'hui dans le monde entier, avec la flambée des prix, les matériaux coûtent de plus en plus cher. Pour revenir à notre pays, vous saviez que quand nous voulons faire passer nos routes, nous sommes obligés d'indemniser les collectivités qui sont dans l'emprise de la route. Et ça aussi, c'est un surcoût au coût même de l'exécution de la route, que parfois nos compatriotes ignorent. Et donc, lorsque nous concevons une route, nous décidons de faire une route, c'est des éléments par la suite qui viennent s'ajouter au coût réel de la route. Puisque globalement, 1 kilomètre de route pour le public, c'est à peu près 1 milliard de francs CFA. Sans compter ce dont je parle lié aux indemnisations que nous versons obligatoirement aux riverains qui sont obligés de libérer les emprises pour faire passer les réseaux connexes tels que la TDE, la CET voilà. Et de plus en plus la fibre optique. Puisque c'est aussi un grand programme du gouvernement togolais de fibrer toute l'étendue du territoire national. Madame la ministre, le suivi, comment se fait le suivi concrètement? Est-ce qu'il y a des contre-expertises qui permettent de s'assurer que ces ouvrages résistent dans le temps? Tout à fait. Je voulais en venir à cette question de Madame Juliette. En fait, de plus en plus, vu l'ampleur et la complexité des travaux, dès le départ, un cabinet est recruté qui est doté d'une expérience, vraiment une référence avérée, est recruté pour le suivi de la qualité des travaux exécutés. Et donc, globalement, la plupart des voies que nous réalisons aujourd'hui sont suivies par un bureau de contrôle. Même mieux, nous-mêmes, on a des ingénieurs qu'on appelle en général des homologues qui font partie intégrante de l'unité de gestion du projet, qui sont sur le terrain et qui nous rapportent hebdomadairement, mensuellement, l'état d'avancement des travaux. Et donc la qualité est assurée, puisqu'il y a un délai de garantie d'1 an après la réception des travaux que nous observons par rapport à la livraison des travaux. Voilà. Donc ce suivi-là est fait et même les partenaires. Je disais tout à l'heure que la voie là, a été financée en partie par l'État togolais, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, l'Union européenne. Et que de ce fait-là, ces partenaires viennent inspecter l'état d'avancement des travaux pour s'assurer effectivement de l'exécution. Oui, par rapport toujours au suivi, est-ce qu'il vous est déjà arrivé lors d'une mission d'évaluation de constater que ici, ce n'est pas bien fait et de faire reprendre les travaux à ce niveau-là à l'entreprise? Ça nous est régulièrement arrivé de faire reprendre des travaux parce qu'il y a
le laboratoire de contrôle de la qualité des travaux qui font des prélèvements pour voir si le dosage, les différents strates de la route. Aujourd'hui, ce que nous réalisons aujourd'hui, le bitume fait au moins 5 cm d'épaisseur. Donc, c'est des contrôles qui sont faits pour s'assurer qu'effectivement l'entreprise a respecté cette épaisseur-là pour la pérennisation et la durabilité de la voie. Donc, c'est des inspections qui sont réalisées par les géotechniciens et pas même le laboratoire national des bâtiments des travaux publics. Alors madame, permettez qu'on revienne à cette question, vous en faisiez donc allusion tout à l'heure, à l'annonce de la réfection de la route de Segbé, c'était un gros soulagement, un cri d'alarme que le gouvernement a entendu et aujourd'hui ça roule également sur cette route Segbé, mais le problème d'embouteillage ne semble pas être résolu et les gens estiment que c'est parce que la voie elle est trop rétrécie. Alors que dites-vous par rapport à cela madame? Vous avez raison et puis les usagers ont raison également de faire ce constat. Pourquoi? Parce que vous saviez, la route Lomé-Palimé, qui commence à partir de Todman, c'est une route de 2 fois 3 voies, qui est très large. Donc du coup, imaginons les usagers qui prennent cette route et qui arrivent au rond-point du lycée pour emprunter la route de Ségué. Aujourd'hui, nous avions réalisé une route de 9 mètres, soit 3 mètres supplémentaires. Avec 2 mètres de trottoir de part et d'autre et 10 arrêts de bus de 3,5 mètres de part et d'autre de la voie. Donc moi je comprends, nous comprenons que les usagers qui voient après avoir traversé Lomé jusqu'à le rond-point de lycée en empruntant Segbé, qui trouvent que ça se rétrécit. Mais alors qu'en réalité, on a élargi la chaussée. La largeur de la chaussée aujourd'hui est de 9 mètres au moins. Alors que la norme communautaire tourne autour de 7 mètres. La norme communautaire pour une voie normale, c'est 7 mètres. À raison de 3,5 mètres de part et d'autre. On a réalisé une chaussée de 9 mètres. Donc voilà, c'est vrai que bon, ils auraient voulu avoir 2 fois 2 voies, mais... Il y a une forte concentration quand même des populations oui, dans ces zones. Exactement. Mais ce que je voulais ajouter, quand nous prenons toutes les voies, partout ailleurs, que ce soit au Togo ou ailleurs, il y a ce qu'on appelle des moments de pointe. Des horaires, voilà, de pointe, oui, des heures de pointe, oui. Des heures de pointe où il y a beaucoup de circulation. Le matin, c'est les gens qui convergent vers leur lieu de travail en même temps. Et le soir, en même temps, c'est encore une cohorte d'usagers qui convergent vers leur domicile. Donc c'est des heures de pointe, mais en temps normal, ça circule très bien. Donc voilà, et ce n'est pas seulement la route de Segbé, quand vous prenez même le boulevard Yadema qui est en 2 fois 2 voies, aux heures de pointe, il y a de l'embouteillage. Pour pouvoir atteindre GTA par exemple, c'est la croix à la bannière, il faut prendre son mal en patience. Madame la ministre, sur l'axe Lomé-Palimé, on enregistre souvent beaucoup d'accidents. Et ailleurs, sur d'autres voies, on voit qu'on n'a pas de trottoir, on n'a pas de piste cyclable chez nous. Mais aujourd'hui, nous faisons la promotion de la mobilité verte. Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à ce sujet? Pour la promotion, je voudrais d'abord rappeler que le ministre de la Sécurité a l'habitude, en relation avec le ministre des Transports, de tenir des statistiques sur les accidents sur nos routes. Et la dernière fois, il y a une présentation qui a été faite au niveau du chef du gouvernement, au niveau de la primature, où il est ressorti que la plupart des accidents sont dus aux 2 roues, à hauteur de presque 70%. Vous voyez? Donc en fait, c'est comme si quelque part, on s'en prend à la route par rapport aux accidents, alors que c'est le respect du code de la route et de la vitesse. Quand parfois certains roulent en état d'ébriété, puisque les causes qui ont été listées, on a listé même des problèmes liés à l'alcool et puis autre chose. Voilà, la mobilité, pour revenir à la question concernant la mobilité verte, vous saviez qu'on est en train d'intensifier le transport en commun à travers Sotral, où le gouvernement est en train d'acquérir de plus en plus de bus pour réduire l'individualisme lié à ce que chaque Togolais, quand il a les moyens, s'achète une voiture. Donc la mobilité verte veut qu'il y ait beaucoup plus de moyens de transport en commun pour
limiter un peu le trafic. Parce que quand il y a 100 personnes dans le bus, au lieu de 100 voitures qui circulent, vous imaginez un peu ce que ça donne. Madame la ministre, parlons des accidents. Mais des voies comme celle de Djagblé, la voie du grand contournement direction Ouépé par exemple. Est-ce que sur ces voies, l'éclairage public qui fait un peu défaut ne peut pas participer, contribuer à résoudre un peu le problème des accidents? C'est vrai, plus la voie est éclairée, effectivement, moins il y a d'accidents. Maintenant, l'éclairage ne règle pas tout, dans la mesure où il y a des accidents dans la journée. Ce n'est pas des accidents nocturnes. Bon, maintenant, c'est vrai également que Djagblé se trouve sur la voie Lomé-Bougan, si je ne me trompe pas. Et donc, la partie urbaine de la voie, dans le contrat qu'on a signé avec l'entreprise, a prévu l'éclairage public. Je disais tout à l'heure, à partir du RAS campagne, bon, vous voyez même, c'est 2x2 voies depuis le collège Saint-Joseph jusqu'à un niveau, jusqu'au passage supérieur. Et après, c'est réduit en une voie communautaire normale. Donc, à la limite, les populations, à un moment donné, pensaient que c'était l'entreprise de son propre gré qui n'a pas réalisé les 2x2 voies de bout en bout. Alors que contractuellement, c'est ce qui avait été demandé dans les cahiers de charges. On dit, en faisant un peu d'humour, un peu comme le chinois, petit argent, petite route, et qu'on a même souhaité avoir l'éclairage jusqu'au niveau de Aveta, jusqu'au niveau du péage, peut-être puisqu'il y a une forte concentration de population aujourd'hui aussi dans ces zones-là. Mais ceci dit, c'est vrai que l'entreprise a respecté les cahiers de charges. Ce qui a été demandé contractuellement à l'entreprise, c'est ce qui a été exécuté. Maintenant, les réflexions se poursuivent pour voir dans quelle mesure on pourrait, même vous allez constater qu'on est en train de faire des caniveaux là où les caniveaux n'avaient pas été prévus. Donc dans la foulée, on est en train de réfléchir pour voir si on peut continuer un peu l'éclairage plus loin, peut-être au niveau du péage, mais c'est des réflexions qui sont en cours en fonction des ressources qui seront disponibles pour financer ces genres de travaux. Sur le grand contournement, direction Ouépé, l'éclairage existe bel et bien, mais la nuit, à la tombée de la nuit, les populations n'ont plus droit à la lumière après le péage. Il y a les poteaux électriques, mais notamment lorsque nous-mêmes, nous, en tant qu'usagers, nous prenons cette voie, on constate que par endroits, il y a les ampoules, mais ce n'est pas éclairé. Et nous sommes en train de travailler avec le ministère en charge de l'énergie pour vraiment régler ce problème d'éclairage-là sur le grand contournement, le Simtogo jusqu'au poste de contrôle jusqu'à côté de Mapé. Voilà, donc en attendant de régler donc, ce problème d'éclairage sur cette voie à la hauteur de Mouépé, après Legbasito, Vaposito, nous sommes allés regarder un peu comment les usagers font la nuit, comment ça se passe. On va regarder ensemble ce reportage et on en parle aussi juste après. De l'obscurité à perte de vue. Sur ce tronçon avenue rond-point Douanadido Gomé Ségbé, en plein aménagement, impossible de rouler sans feu de nuit. Prudence, il faut être sur le qui-vive, avoir l'œil américain de peur d'heurter un obstacle. On se sent très en danger parce qu'il y a des fois, il y a des chauffards, on peut dire des chauffards, malgré leur lumière ou bien malgré leur phare, ils déraillent facilement. Surtout le rond-point là. Tout dernièrement, il y avait eu un accident, il avait tamponné le rond-point. Il est rentré dans le lycée technique, c'est-à-dire la clôture. La voiture est rentrée par le lycée technique et puis il a coincé des gens là-bas. Cette scène est décrite, une conséquence du non-respect des règles du code de la route. Des accidents du genre sont très fréquents sur la route Olomé-Palimé et pourtant, le code est clair. À situation difficile, mesures différentes. Lorsque la visibilité est insuffisante, des feux sont indiqués en fonction de la situation. Devant le véhicule, vous avez 4 feux et qui ont des rôles bien distincts. Nous avons ce que nous appelons les feux de direction, les clignotants. Nous avons les feux de position ou veilleuse qui doivent être visibles au moins à 150 mètres. Vous avez aussi les feux de croisement. Les feux de croisement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand je dois croiser un autre usager, je dois rouler dans ce feu-là. Et nous avons ensuite les feux de route. Alors, par principe, en agglomération, on doit rouler toujours en feu de croisement parce qu'on croise énormément d'usagers. Dans les cas d'espèces, surtout que ici, là où nous sommes, il n'y a pas de lampadaire, donc l'éclairage est assez réduit. Tout usager
conscient et amoureux de la route doit toujours rouler en feu de croisement. 3818, c'est le nombre d'accidents enregistrés sur les routes togolaises au premier semestre de l'année 2022, avec 347 morts. Des chiffres alarmants qui appellent tous à un éveil de conscience. En attendant que ces nouvelles voies soient éclairées, le civisme, le respect du code de la route doit être de mise. Oui. Vous avez suivi le reportage avec Madame la ministre, une réaction? Bon, je voudrais quand même dire quelque chose par rapport au reportage. Les usagers ont pleinement raison. Pourquoi? Parce que les travaux se font phase par phase. Il y a la phase où on construit la route, la chaussée et autres. Il y a la phase où on met les lampadaires. Si vous prenez la voie Lomé-Palimé aujourd'hui, c'est les lampadaires, les poteaux électriques sont en train d'être installés. Mais l'éclairage n'est pas effectif. Vous voyez? Même il y a des espaces verts qui sont prévus sur cette voie. Mais c'est une autre phase. C'est après l'éclairage qu'on va entreprendre la phase des espaces verts. Vous voyez le rond-point au niveau d'Atikoumé? Présentement, c'est vide. Mais il y a toute une conception qu'on a au niveau du ministère des Travaux publics. Mais on attend cette phase-là pour pouvoir entreprendre les travaux nécessaires, comme au niveau de GTA. Donc l'éclairage, effectivement, ça manque aujourd'hui sur le Lomé-Palimé. Et si c'est ça qui crée les accidents, je crois que si les usagers font attention et qui respectent le code de la route, comme l'un des intervenants l'a dit, il y aura moins d'accidents. Mais sachez qu'il y aura l'éclairage, mais ce n'est pas encore effectif. C'est en cours d'installation. Nous sommes également, Juliette, vous voulez en faire allusion tout à l'heure, en temps d'intempéries, de grosses pluies qui dégradent donc un peu nos routes. Est-ce que vous craignez que ce soit un motif pour les entreprises, justement, pour ne pas livrer le travail à temps parce que la pluie ralentit les travaux sur le terrain? Est-ce que c'est Vous avez pleinement raison. Non, non, tout à fait. Vous savez, dès le départ, au niveau des dossiers d'appel d'offres que nous concevons, on tient compte des intempéries que nous connaissons à l'avance. Mais il faudrait savoir que cette année particulièrement, nous avions enregistré des précipitations qui dépassent celles des années précédentes. Nous avions interrogé même la Direction générale de la météo, qui nous informe d'ailleurs que selon leurs prévisions, ces pluies-là que nous connaissons aujourd'hui vont s'arrêter fin octobre au nord du pays et mi-novembre seulement dans la région maritime. Donc c'est dire que pendant la période de pluie, forcément, les travaux sont suspendus. Parce qu'on ne peut pas continuer. Je disais tout à l'heure avec mes collaborateurs que autant on a besoin des pluies pour la production agricole, mais autant les pluies ne font pas bon usage avec les travaux publics. Donc en général, même quand il y a des nuages, nous en tant que maîtres d'ouvrage, nous prenons peur par rapport aux travaux qu'on a déjà lancés. Donc ça perturbe d'abord les ouvrages d'assainissement et ça perturbe les travaux en cours et ça ne nous permet même pas de démarrer certains travaux. On ne donne pas l'ordre de service parce qu'il y a la pluie, parce que l'entreprise qui va mobiliser et le matériel et les ouvriers qui sont payés au jour le jour, quand ils louent parfois le matériel pour faire le travail et ils payent ces locations au jour le jour. Et tout est mobilisé. Vous voyez? Donc, en temps d'intempéries, c'est vraiment la croix et la bannière pour les entreprises. Mais en général, nous sommes très compréhensifs avec eux et nous arrivons, à travers des avenants, à proroger le délai, puisque c'est indépendamment de leur volonté. Il y a vraiment, les changements climatiques font qu'aujourd'hui, nous avions du mal même à maîtriser ces paramètres que nous avons l'habitude d'intégrer dans les dossiers, dont nous tenons compte dans les dossiers et dans les contrats que nous signons avec les prestataires, les entreprises prestataires des travaux. Madame la ministre, vous l'avez dit, les pluies dans la moitié nord du Togo vont s'arrêter en octobre. Dans la moitié sud, c'est en novembre, en fin novembre. Mi-novembre. Oui. Par rapport à ces grosses pluies qu'on a enregistrées à l'intérieur du pays, quel constat faites-vous sur nos routes après ces grosses pluies enregistrées? Déjà, il faudrait que je rappelle quand même, pour ceux qui voient, que la capitale, il y a eu des investissements lourds qui ont été réalisés par rapport aux voies bitumées
et aux ouvrages d'assainissement qui font que lorsqu'il pleut aujourd'hui à la capitale, dans le quartier administratif, il n'y a plus d'inondation. Mais par contre, par rapport aux routes bitumées, à partir du moment où les routes adjacentes sont en terre, lorsqu'il pleut, ces routes adjacentes drainent des usagers par rapport à ce comportement qui n'est pas de nature à favoriser un bon cadre de vie pendant la saison des pluies. Puisque par ailleurs, ils sont inondés. Quand l'eau ne circule pas, ils sont les premières victimes des inondations liées justement à ce non-écoulement des eaux pluviales. Donc c'est un problème majeur et nous pensons que progressivement, si on arrive à bitumer les voies adjacentes aux voies bitumées, on va peut-être réduire l'impact négatif des intempéries sur nos routes. Nous allons évoquer un autre chantier, Madame la Ministre. Les travaux de la nationale numéro 1 étaient annoncés en 2 voies. Mais curieusement, ces travaux de dédoublement se sont arrêtés au niveau de Davier, au niveau du péage à Davier. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a bloqué ce projet ou c'est toujours d'actualité? Je disais en introduction que sur les 42 projets phares retenus dans le plan national de développement 2020-2025, il y a le dédoublement de la RN. C'est un corridor stratégique pour les 5 régions que compose notre territoire national et pour les pays de l'Interland, pour le dessert des pays de l'Interland. Et donc, c'est un projet en 4 phases en réalité. Ça fait toujours partie de l'agenda gouvernemental. C'est un projet en 4 phases. La première phase a été réalisée à partir du rond-point de Simtogo jusqu'à Davier, sur 30 km, sur fonds propres, sur le fonds de l'État, sur le budget de l'État. Et donc c'est une première phase. Les 3 autres phases vont concerner Davier à Atakpamé, Kara et Kara 5C. Ces 3 phases-là n'ont pas encore démarré parce que nous avions signé un protocole avec des partenaires privés, puisque le gouvernement a fait le choix de réaliser ces travaux de dédoublement à partir de Davier en partenariat public-privé. Étant donné, comme vous le savez, qu'il y a un problème de soutenabilité et de la dette par le budget de l'État. Donc, le gouvernement a fait le choix de le réaliser en PPP. Et donc, ce faisant, nous avions déjà au mois de novembre 2020 signé un protocole d'accord avec un partenaire privé qui est en train de mobiliser les ressources dans ce sens-là pour que les travaux puissent démarrer à partir de Davier. Donc ce n'est pas un oubli. Les négociations sont toujours en cours avec les partenaires privés et nous pensons que sous peu, on pourra trouver une voie pour pouvoir, ne serait-ce que commencer à partir de Davier, contourner la ville de Tchévier et faire ce dédoublement-là jusqu'à Moitien, voire jusqu'à Atakpamé, phase par phase. Madame la ministre, aujourd'hui on a un constat, c'est que le gouvernement fait de gros efforts. Vous l'avez dit au tout début, ça roule, tout le monde est content, le réseau routier est amélioré. On va revenir un peu sur les coûts. Clairement, depuis que les travaux ont commencé, on peut revenir sur les coûts avec un tout petit peu de détails? Les coûts, je l'avais indiqué tout à l'heure, que de 2015 à 2021, l'État a consenti plus de 930 milliards de francs CFA dans le réseau routier et que c'est un investissement qui se poursuit de façon progressive. Et pour les voiries urbaines, nous sommes en train de réaliser les voiries urbaines de certaines grandes villes du territoire national. Maintenant, pour les grands artères, vous avez vu, on est sur la RN2, qui est un grand corridor qui relie Abidjan à Lagos et qui va s'achever en 2x2 voies jusqu'à la frontière de Ila-Kondji. Et nous sommes en train de vouloir également, par rapport au grand corridor, je venais de le dire, qui relie Lomé jusqu'à Saint-Cancé, de procéder justement à un dédoublement pour disposer de 2x2 voies. Donc des investissements sont toujours en cours, mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Nous disons que sur la base des expériences, des dossiers que nous avons par devant nous aujourd'hui, 1 kilomètre
1 km de route en moyenne, c'est 800 à 1 milliard de francs CFA, sans compter les ouvrages hydrauliques. C'est-à-dire que les ponceaux et autres. Ça coûte très très cher. Ça coûte d'autant plus cher que, en plus de cela, nous sommes obligés, le gouvernement est obligé d'indemniser les riverains qui sont dans l'emprise de la voie et qui revient très cher à l'État togolais. Donc c'est dire aujourd'hui que à partir, peut-être le gouvernement est en train de travailler sur un certain nombre de tests de manière à ce que cette délimitation des entreprises là soit respectée par les riverains. Je prends la RN2. Vous voyez, nous sommes là, on a indemnisé certains et on a démoli certains kiosques pour pouvoir faire passer la route. Mais à peine la route est passée, les mêmes sont venus se réinstaller. Voilà, justement, par rapport à ces comportements inciviques, comportements humains, quel garde-fou il faut prendre justement pour protéger nos infrastructures routières, pour que justement ces comportements-là ne dégradent pas les voies? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. En fait, c'est un problème citoyen, c'est un problème de civisme comme vous l'avez indiqué. Vous voyez, nous parlons des emprises de la route. Est-ce qu'il faut sanctionner? Est-ce qu'il faut peut-être mettre les mairies à contribution? Le gouvernement est en train de travailler là-dessus pour trouver des solutions appropriées pour que vraiment ensemble, que ce soit le pouvoir central, les mairies, les conseillers municipaux, les associations, la société civile, et c'est peut-être avec votre autorisation, je vais me permettre de parler de l'ONG, la Voix des Sans Voix, Martin Luther King, qui nous interpelle régulièrement pour apprécier parfois les ouvrages réalisés par l'État et souvent pour attirer l'attention du gouvernement sur certains comportements qui sont de nature à perturber même le trafic. Et donc je vais revenir sur les emprises pour dire que de plus en plus nous prévoyons des trottoirs de 2 mètres de part et d'autre des voies. Mais quand vous regardez l'état de ces trottoirs-là, qu'est-ce que nous constatons? Ces trottoirs-là, c'est des marchandises que nos concitoyens étalent sur les trottoirs qui obligent les piétons à passer sur la chaussée à leur risque et péril. Puisqu'en réalité, les voies que nous réalisons aujourd'hui, c'est et pour les usagers véhicules et autres, et pour les piétons. Et nous réservons les parties trottoirs réservées pour les piétons sont occupées par des marchandises. Et ça s'amplifie de plus en plus, surtout dans le Grand Lomé. Et donc, il y a des réflexions qui sont en cours au sein du gouvernement pour que nous puissions trouver une solution en relation avec les maires, les conseillers municipaux, les élus locaux, les préfets et autres, pour que ces emprises-là soient respectées. Puisque nous avions constaté par ailleurs, en faisant nos enquêtes, que certaines installations sont autorisées par certains maires. Donc c'est autant de choses que nous sommes en train de voir ensemble au sein du gouvernement pour que vraiment des mesures soient prises pour vraiment faire respecter et les trottoirs et les emprises délimitées pour vraiment avoir des voies non encombrées, vraiment qu'on puisse rouler avec beaucoup de plaisir. À Golf, à Sieyé, c'est des voies très très encombrées anarchiquement justement. Mais est-ce que la sensibilisation ne peut pas être aussi peut-être partiellement une solution à ces problèmes? Exactement, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire que je disais que le gouvernement est en train de réfléchir pour voir de quelle manière justement nous allons pouvoir régler ce problème en relation avec les partenaires, les élus, les autorités administratives, locales et autres. Et donc, la première approche, c'est la sensibilisation. La sensibilisation à l'endroit des populations qui occupent ces voies-là. Vous voyez, un jour, à partir du rond-point de Simtogo, nous avions constaté une commerçante qui a vraiment mis son pagne sur la chaussée. Là, je ne parle pas du trottoir, parce qu'elle était assise sur le trottoir. Elle a mis son pagne sur la chaussée pour étaler les tomates, les oignons à vendre. Ça, c'est de l'incivisme. Ce n'est pas tolérable. Alors que c'est un risque que la dame court en s'installant comme ça. Vous avez dû lui parler, absolument, on s'est arrêté pour la sensibiliser, pour dire que ce qu'elle est en train de faire là, que ce n'est pas bon pour sa propre sécurité. Parce que c'est un tournant
où les véhicules qui passent peuvent venir vraiment lui rentrer dedans. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et je pense que la sensibilisation va nous permettre aussi de pouvoir permettre à ce que les populations respectent. Je voudrais en même temps souligner un autre problème de panneaux publicitaires. Vous voyez, sur certains artères, il y a des panneaux publicitaires qui cachent, qui empêchent la visibilité du trafic et qui entraînent parfois des accidents. Parce que c'est aussi des panneaux publicitaires qui sont installés de façon anarchique. Et là aussi, nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Communication et tout le gouvernement en train de travailler là-dessus pour que nous puissions vraiment trouver des solutions appropriées pour régler ce problème-là, dans l'intérêt général, puisque la route, c'est un bien public qui appartient à tout le monde, y compris les véhicules et les piétons. Madame la ministre, l'émission, elle se passe sur une passerelle. Et des passerelles, on en a un peu partout aujourd'hui en ville. On peut citer celle du boulevard du Mono. La passerelle du boulevard du Mono, c'est un exemple que je donne. Mais là encore, ça crie, ça traîne trop. Est-ce que vous avez l'impression que vraiment les travaux, ça traîne ou c'est les Togolais qui exagèrent encore? Pas que les Togolais exagèrent, mais moi, je suis de leur côté, je leur donne raison en général parce qu'ils ne sont pas au fait même de la question. C'est vrai qu'on démarre quelque chose. Les gens sont impatients de façon globale. Ils sont très impatients. Ils voient la chose, ils veulent que ça se réalise rapidement pour en jouir. C'est normal. Donc les passerelles, vous savez, sur le boulevard du Mono, il y en aura 4. Ici à Agbavi, au lycée d'Agbedrafort, au niveau du grand marché de Lomé et au niveau de Panbiche. Il y en a aussi sur la RN1, à partir de la place La Colombe, au niveau de Agouezongo, également au niveau d'Aditi-Kopé. Nous en avons prévu également sur le grand contournement à Agoué-Demako et à Legbasito et aussi au niveau du marché d'Assié. Donc c'est un programme pilote en fait. C'est en cours de réalisation. Il y a 4 qui sont en cours de réalisation. Il y a 6 qui vont réaliser très bientôt. Maintenant, on parle de lenteur. La lenteur, vous voyez un peu, il y a des préfabrications qui sont faites au niveau des bases des entreprises. Une fois que les semelles sont mises en place, très rapidement, c'est là où nous sommes assis, ici sur une passerelle d'Agbavi, vous voyez la qualité et la lourdeur des travaux du béton. Donc, après, les choses s'installent très rapidement. Et puis, il faudrait aussi signaler que ces passerelles sont réalisées dans les parties urbaines de la ville. Et le trafic se poursuit. Et donc, pour éviter tout accident, c'est des travaux complexes, très délicats, qu'il faut veiller parce qu'il ne faut pas créer d'accidents. Beaucoup de précautions. Et donc, il ne faut pas aller à la va-vite non plus. Donc, il faut prendre le temps et posément faire la réalisation sans qu'il y ait d'accidents majeurs. Aujourd'hui, construire des routes, c'est construire donc des ouvrages connexes également. Est-ce que le gouvernement reste toujours exigeant là-dessus? Marché, écoles, hôpitaux, comme ouvrage connexe, comme sur cette route d'Anero par exemple. Qu'est-ce qui est prévu comme ouvrage connexe? Où en sommes-nous? En général, le gouvernement le prévoit. Le prévoit dans la zone d'influence du projet. Sur cette route déjà, au-delà des passerelles, nous avions construit des salles de classe. Nous avions réhabilité des centres de santé. Nous avions réhabilité le lycée d'Aniho. Et nous réalisons également des forages. Il y a beaucoup d'activités connexes, des marchés, des hangars sont prévus dans la zone d'influence des projets. C'est aussi des projets prioritaires des populations bénéficiaires. Il y a un recensement qui est fait en relation avec les populations bénéficiaires pour qu'on sache exactement qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir réalisé en même temps qu'on est en train de réaliser les voies. Et c'est en relation avec eux que ces projets-là sont retenus. Ces aménagements connexes sont retenus et réalisés lors des travaux. Donc nous tenons, le gouvernement tient à ces réalisations et dès que c'est possible, nous en faisons davantage. Madame la ministre, quels seraient selon vous aujourd'hui les obstacles qui pourraient entraver un peu les travaux au niveau du réseau routier togolais? Il faut que la volonté, elle est là. C'est quoi les limites? La volonté, elle est là. Le gouvernement met les bouchées doubles pour vraiment améliorer le cadre de vie des Togolais. Ça participe aussi à la croissance économique. Comme on le dit,
quand la route va, le développement suit. Et donc, ça fait partie des programmes, des projets phares du gouvernement. Maintenant, c'est vrai, quels pourraient être les freins? Quels pourraient être les obstacles? Ça revient au coût. Ça dit qu'il faut des moyens. L'argent. Oui, absolument. Ça revient au coût. C'est le coût. Je l'ai redit tout à l'heure, 1 kilomètre de route, c'est pas moins d'1 milliard. Donc, en fonction des moyens, nous allons pouvoir progressivement réaliser tous les travaux nécessaires pour améliorer le cadre de vie des Togolais. Pour améliorer aussi la circulation des véhicules. Vous savez, bientôt le recensement va commencer. La population togolaise s'accroît. Il faudrait que pour accompagner cet accroissement, les infrastructures routières aussi s'accroissent pour pouvoir permettre à chacun de nous de pouvoir circuler aisément et de façon fluide. Donc voilà globalement la position du gouvernement togolais. Madame la ministre, quel serait alors votre message pour les concitoyens, pour les sensibiliser à participer réellement à la construction de l'œuvre, à la construction du pays? Vous voyez, parfois, quand vous circulez, il y a des véhicules qui sont en panne. Et on voit même des vidanges de certains véhicules là, sur la chaussée. Ah, c'est des comportements qui abîment la chaussée. La participation, c'est ne serait-ce que préserver et veiller au maintien des ouvrages qui sont réalisés. Déjà ça, rien que ça, c'est très important, puisque c'est un bien public. La route, c'est un bien public. Ça appartient à tout le monde. Donc nous devions faire en sorte pour la préserver. Donc ne pas brûler des pneus, ne pas saigner. Parfois, bon, vous avez constaté de mieux en mieux lorsque nous réalisons nos voies, nous le faisons de façon coordonnée avec les services concédés, la TDE, l'énergie électrique, le ministère, la CET et la fibre optique. De manière à ce qu'une fois que la route passe, qu'on ne vienne pas creuser à nouveau pour faire passer les câbles. Donc c'est conçu en une fois et ensemble nous réalisons les voies. Donc la préservation de ces voies-là est très importante et tous les citoyens, où qu'ils soient, en termes d'individus, d'usagers, doivent faire en sorte pour vraiment sauvegarder ce bien public. C'est sur ce message civique que nous allons clore cet entretien. Merci Madame Zourietou Kassa Traoré, vous êtes la ministre des Travaux publics. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous étions avec Juliette Kamdé de Radio Lomé et Dieudonné Korolakina de Togo Matin. Merci à nos collègues. Merci également à Sandra Botché, à Abidé Niasingbe pour les reportages. Merci à l'équipe technique, la réalisation et bien sûr à vous qui nous regardez à la maison pour cette émission. À très bientôt sur la télévision togolaise.